Ici Céline Galipeau. Derrière les féminicides, des dizaines de milliers de survivantes victimes de traumatismes crâniens. Inquiétude sur les livraisons de vaccins. Le Canada pourra-t-il maintenir le rythme? L'Inde durement frappée par la deuxième vague. Notre nouveau correspondant en Asie est sur place. Ce soir, au Téléjournal. J'ai quand même eu des bons coups de poing dans le visage, là. Je veux dire, j'ai eu l'os de la joue effritée. One of the worst healthcare crises that we've seen in a long time. C'est triste, c'est sous-étudié. Tous les pays de la planète ont ce sentiment d'urgence-là, de pouvoir notamment protéger leur population vulnérable. Le règlement européen est très large et pourrait faire en sorte que le Canada ne reçoive pas les doses de vaccins. Alors le Canada doit s'inquiéter. On va continuer de recevoir les vaccins. The politicians, they would like to see the rosy picture. Now they're regretting it. Vaccinated does not mean that you can just lose your strength. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. 7 femmes qui ont perdu la vie en 7 semaines au Québec, victimes d'hommes violents. Tous ces féminicides soulèvent l'indignation. Mais il y a aussi la violence conjugale qui explose avec le confinement et qui cause de graves blessures. Les coups à la tête provoquent en effet des traumatismes crâniens qui sont trop souvent ignorés. Et pourtant, cela toucherait plus de 200 000 femmes chaque année au pays. Ma collègue Esther Normand de l'émission Enquête lève le voile sur ce que des experts appellent l'épidémie silencieuse. J'ai quand même eu des bons coups de poing dans le visage, là. Je veux dire, j'ai eu l'os de la joue effritée. À 51 ans, Danielle Hébert a retrouvé son amour de jeunesse. Ce nouveau conjoint est devenu son bourreau. C'est là qu'ils ont diagnostiqué une commotion cérébrale sévère. Elle vit avec les séquelles des violents coups à la tête qu'elle a reçus pendant des mois. Des migraines à répétition, j'en avais. J'avais énormément de difficultés à me concentrer. Une femme sur 3 vivra la violence d'un conjoint au cours de sa vie. Dans plus de 90 % des cas de violence physique, les victimes subiront des coups à la tête, au visage et au cou ou une strangulation. Des gestes graves qui causent souvent des traumatismes crâniens. C'est effectivement une très vaste proportion de femmes là, qui vont subir de la violence conjugale dans leur vie. C'est triste, c'est sous-étudié, surtout les séquelles de cela. One of the worst healthcare crises that we've seen in a long time that has absolutely no recognition going towards it. Pour un seul joueur de la Ligue nationale de hockey qui subit une commotion cérébrale, au moins 4 500 femmes au Canada souffrent de la même blessure infligée par un conjoint violent. Ça toucherait plus de 200 000 femmes chaque année au pays. J'ai perdu connaissance souvent avec ces 2 mains à la gorge. Cutting off the blood supply and the oxygen supply to the brain can cause a brain injury very quickly. So, without in fact even leaving a mark on the throat. Pour les athlètes et les jeunes, on prévient, on traite, on a des protocoles. Mais ces femmes, elles, sont souvent oubliées. C'est en lien avec la réponse du système médical qui ne fait pas les liens de ces traumatismes-là, même quand ils savent que c'est arrivé en contexte de violence conjugale. Selon Manon Monastès, le corps médical doit être davantage à l'affût des symptômes des traumatismes crâniens. Vous allez chez le médecin, puis c'est 20 minutes top chrono. En septembre 2019, les ministères de la Santé et de l'Éducation du Québec ont lancé la Stratégie nationale sur les commotions cérébrales. Cette stratégie nationale va permettre vraiment d'intégrer les personnes âgées. Les jeunes, les sportifs et les aînés étaient ciblés, mais pas ces femmes. Les ministres responsables ont refusé nos demandes d'entrevue, mais on nous assure maintenant qu'on va tenir compte de leur réalité. Mais je veux dire, ça me vient plus aussi facile comme avant de juste m'asseoir, moi, pour prendre un café avec mes enfants. Je me regarde des fois, puis on dirait qu'ils ne voient pas la même personne, puis je ne le suis plus non plus. Mais j'aimerais qu'ils se souviennent de qui j'étais avant. Esther, vous avez donc pu parler à plusieurs femmes qui ont reçu des gros coups à la tête et qui vivent aujourd'hui avec des séquelles. Oui, les femmes qui se sont confiées à nous, parfois des années après avoir subi la violence, étaient toujours aux prises avec des symptômes persistants, des maux de tête, des étourdissements, de la difficulté à se concentrer et certaines n'étaient jamais retournées au travail. Alors, on le voit, les traumatismes crâniens engendrent des coûts énormes pour les femmes et pour toute la société. Oui, alors elles avaient reçu de gros coups à la tête, mais il n'y a pas que ces gros coups qui sont graves. Non, il y a les petits coups à répétition que les femmes reçoivent derrière des portes closes,
Et ces femmes-là, bien souvent, ne sont pas conscientes des risques qu'elles courent en encaissant ces coups sournois, parfois pendant des années. Alors, on l'a vu chez les athlètes professionnels, ça peut être à l'origine de graves maladies neurodégénératives. Et puis, il y a beaucoup d'inquiétudes avec la pandémie parce que les cas de violence explosent. Oui, les experts à qui nous avons parlé nous l'ont confirmé. Les cas explosent, mais les coups aussi sont plus forts. Et donc, ces femmes-là risquent, au cours des prochaines années, d'avoir des traumatismes crâniens en grand nombre. Et ça préoccupe énormément les experts. Oui, on s'en doute. Merci beaucoup, Esther. Donc, on pourra voir votre reportage complet demain à l'émission Enquête à 21h sur ICI Télé. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est tellement troublant. Et des chiffres préliminaires le confirment au Québec. Les accusations pour violence conjugale ont bondi de 45 %, alors que les signalements pour ce type d'agression ont augmenté de 12 %. Alors, comment mieux protéger ces femmes et éviter d'autres drames? Québec s'est dit prêt à investir davantage aujourd'hui, mais est-ce que ce sera suffisant? Marie-Michèle Lauzon. Elles ont été assassinées par un homme, la grande majorité par leur conjoint. Une vague de meurtres envers les femmes secoue la province. En moyenne, au Québec, il y a 12 femmes qui meurent chaque année. On est déjà rendu à 7. C'est sans compter les dommages collatéraux avec les enfants qui se retrouvent orphelins. C'est épouvantable. Ingrid Falaise, ébranlée par cette augmentation de violences meurtrières, exige des actions. Et maintenant? Des paroles, on en entend depuis longtemps. Là, il faut des actions concrètes. Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement pour vrai? Le gouvernement se montre préoccupé par la situation et promet davantage de ressources et d'argent. Les signalements de violences conjugales ont augmenté de 12 % dernièrement. Il y a plus de répression qui se fait autour de la violence conjugale. Donc ça, c'est un pas dans la bonne direction, dans le sens où c'est important que les gens comprennent que cette violence-là n'est pas impunie au Québec et ne peut pas se faire impunément. C'est définitivement pas le Québec qu'on veut léguer à nos filles et à nos garçons. Si ça prend plus de moyens, on va mettre plus de moyens. Pour les partis d'opposition, c'est loin d'être suffisant. Il faut qu'il y ait une personne au gouvernement qui soit responsable de regarder ce qui se passe. Des gestes clairs que le premier ministre doit poser en nommant quelqu'un qui va s'en occuper à temps plein. Il y a quand même des impacts de confinement qu'on voit apparaître. Martin Métivier gère l'une des 5 cellules de crise mises sur pied au Québec pour tenter de contrer la violence conjugale. Depuis le début de l'année, le nombre d'interventions a augmenté de 20 %. C'est une augmentation des situations de violence, mais aussi une augmentation de la gravité des situations de violence. Ce qu'on se rend compte, c'est que la violence est plus importante, puis avec beaucoup plus d'agressions physiques qu'on voyait auparavant. Selon lui, il est temps d'augmenter les ressources sur le terrain. Il faut le développer ailleurs aussi. Les cellules de crise, on en a besoin à Montréal, on en a besoin à Québec, on en a besoin un peu partout. Quand on parle d'hébergement, par exemple, dans à peu près 30 % des situations, on doit demander à la personne de nous appeler plus tard. Et ça, pour mes collègues qui sont sur la première ligne au téléphone ou sur le clavardage, c'est extrêmement difficile. Il manque cruellement de place en hébergement dans les maisons de première étape. Il en manque aussi en deuxième étape. Il manque des services aussi par la suite pour permettre aux femmes de quitter les maisons d'hébergement, de trouver un hébergement qui est abordable, qui est sécuritaire. Plusieurs intervenants du milieu attendent avec impatience le budget qui sera déposé demain. Et devant l'urgence d'agir, la solution se trouve dans les écoles, croit Ingrid Falaise. Il faut éduquer nos enfants, nos jeunes hommes dans les écoles dès la petite enfance. Il faut changer nos mentalités. Ici, Marie-Michèle Lauzon, Radio-Canada, Montréal. Bien sûr, le phénomène n'est pas unique au Québec. Au Canada, 160 femmes sont mortes des suites d'un acte violent en 2020, ce qui correspond, Sébastien, à une femme tuée tous les 2 jours et demi. Oui, autrement dit, une femme va être tuée dans 48 heures en moyenne. C'est un slogan lors d'une manifestation, mais tout de même, avouez que ça frappe l'imaginaire. Alors, au pays, l'Observatoire canadien du fémicide documente la violence faite aux femmes depuis quelques années. Voici le portrait des victimes recensées par l'Observatoire en 2020. 160 femmes assassinées, dans près de 90 % des cas par un homme et bien souvent par un partenaire intime. Vous parliez d'épidémie silencieuse. Regardez ce que les chercheuses de l'Observatoire écrivent dans un rapport publié il y a quelques jours. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'autre pandémie. Il est peu probable que nous découvrions un jour un vaccin permettant d'éradiquer la violence
masculine envers les femmes. Ouf. Parmi ces femmes, les Autochtones, les femmes autochtones sont surreprésentées. Oui, parmi celles qui sont identifiées parmi les victimes en 2020, effectivement, 23 % étaient des Autochtones, soit une victime sur 5. Vous savez, souvent, elles ont accès à moins de ressources. D'ailleurs, les régions les plus touchées par cette violence au pays sont souvent des régions ou des zones non urbaines. Donc, en fonction des victimes par population, il s'agit du territoire du Nord-Ouest, du Nunavut. La Nouvelle-Écosse, 13 femmes ont été tuées en avril à Portapique. Et donc, parmi toutes les autres provinces, le Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique sont les seules qui sont sous la moyenne nationale. Et ailleurs dans le monde, il y a des situations alarmantes aussi à plusieurs endroits. L'ONU parle d'un fléau mondial. Les régions les plus risquées pour les femmes sont l'Afrique et l'Amérique latine. Au Mexique, par exemple, 3800 femmes sont tuées chaque année selon le ministère de l'Intérieur. On parlait du Québec. Une région qui ressemble peut-être plus, c'est la Suisse, où là aussi, il y a un ras-le-bol depuis le début de l'année, au moins 10 féminicides, alors qu'il y en a eu 16 l'an dernier. Alors, des activistes s'y prennent de toutes les façons. Ici, elles ont coloré de l'eau rouge d'une fontaine pour attirer l'attention sur cette autre pandémie. C'est très frappant. Merci, Sébastien. Je vous en prie. Après la pause, une deuxième vague meurtrière en Inde. Reportage sur le terrain. Et plus tard, elles ont été stérilisées contre leur gré au Canada. Des femmes autochtones veulent obtenir justice. Les livraisons de vaccins continuent de s'accélérer au pays. Plus de 2 millions de doses sont d'ailleurs distribuées aux provinces cette semaine. Mais le Canada, on le sait, dépend entièrement de la production à l'étranger et de nouvelles menaces planent sur l'approvisionnement. D'abord, il y a l'Union européenne qui impose de nouvelles conditions à ses exportations. Et puis, l'Inde, le plus gros producteur de vaccins du monde, a carrément suspendu ses livraisons du vaccin d'AstraZeneca. Les précisions de Juliane Lapointe. Après un départ difficile, les livraisons de vaccins se sont accélérées. Mais le Canada réussira-t-il à maintenir la cadence? L'opposition s'inquiète que l'approvisionnement soit de nouveau perturbé. Au-delà des belles paroles, quel est le plan de match précis du premier ministre pour rassurer les Canadiens si oui ou non ils vont avoir droit aux vaccins auxquels ils s'attendent? On va continuer à recevoir les vaccins. Des vaccins qui proviennent jusqu'ici principalement d'Europe. Or, la Commission européenne souhaite durcir ses conditions d'exportation. We also need to ensure vaccination of our own population. Pour accélérer la vaccination de sa population, elle pourrait bloquer les exportations vers des pays qui ne respectent pas le principe de réciprocité. La mesure vise implicitement la Grande-Bretagne,
L'Union européenne y a acheminé 10 millions de doses de vaccins depuis le début février, sans rien recevoir en retour. Si le premier ministre Trudeau se fait rassurant, il admet que la situation le préoccupe. Cet expert croit que les risques sont bien réels. Le règlement européen est très large et pourrait effectivement faire en sorte que le Canada ne reçoive pas les doses de vaccins, malgré les ententes contractuelles qui auraient été signées. Pour ajouter une couche d'incertitude, l'Inde, frappée par une augmentation des cas et l'arrivée des variants, pourrait reporter l'exportation des doses du vaccin d'AstraZeneca produites sur son territoire. 1,5 million de doses attendues au Canada d'ici la mi-mai pourraient être en jeu. Tous les pays de la planète ont aussi ce sentiment d'urgence-là, de pouvoir notamment protéger leur population vulnérable et de faire pression sur les compagnies. Un nouvel obstacle dans l'opération vaccination au pays que François Audet remet en perspective. Le Canada a commandé entre 5 à 9 vaccins par personne cette année. Donc, on aura rapidement cette année un surplus de vaccins. Ce nouveau soubresaut au chapitre des livraisons de vaccins illustre une fois de plus la vulnérabilité du Canada face aux hausses mentons des pays producteurs de vaccins. Au-delà des démarches diplomatiques, le gouvernement Trudeau ne peut qu'espérer que les contrats seront respectés et que les doses seront livrées dans les délais prévus. Ici Juliane Lapointe, Radio-Canada, Ottawa. Et pas étonnant que l'Inde veuille accélérer la vaccination de sa propre population. Quelques semaines après avoir levé presque toutes les restrictions sanitaires, le pays est frappé de plein fouet par une deuxième vague. Le virus a déjà fait 160 000 victimes en Inde. Alors comment cette crise sanitaire est-elle vécue là-bas? Notre nouveau correspondant en Asie, Philippe Leblanc, est à Delhi. Le merveilleux chaos de Delhi prend un tout autre sens en temps de pandémie. Un marché extérieur bondé, le port adéquat du masque pas toujours respecté. Ce marchand ne s'en cache pas. Comme beaucoup d'Indiens, il ne respecte plus les consignes sanitaires. Pas question de se laver fréquemment les mains. Il n'a pas peur de la COVID. 47 000 nouveaux cas et 275 morts dans la seule journée de mercredi, c'est 4 fois plus qu'il y a à peine un mois, soit depuis la réouverture presque complète en Inde. Le transport public a repris et c'est à nouveau la cohue pour grimper à bord des autobus et métros bondés. Les voyages en avion sont à nouveau permis, les rassemblements politiques et grands mariages sont fréquents. Le docteur Chandra est sur la ligne de front du combat contre l'épidémie presque chaque jour depuis 1 an. Il réclame le retour des restrictions. La fermeture des piscines et cinémas, par exemple. Pour l'instant, seules des restrictions régionales sont imposées. La ville de Bombay, par exemple, est à nouveau sous le coup d'un couvre-feu. L'Inde se projetait pourtant dans l'après-COVID, pas plus tard qu'au début février. On évoquait l'immunité collective. Des études sérologiques concluaient que plus de la moitié de la population avait déjà contracté la COVID-19. Ce spécialiste de la santé publique se méfiait de cette vision trop optimiste. Il mettait le gouvernement en garde contre le retour précipité à la vie normale. Don't want to listen to that. They would like to see the rosy picture. And they heard the people about herd immunity and went around saying, okay, we have achieved herd immunity. Now they're regretting it. Un vaccin pour calmer les angoisses, la flambée de cas de COVID-19 inquiétait cette dame de 76 ans. Elle se sent maintenant rassurée. L'Inde intensifie son opération vaccination qui accuse du retard. 3 millions de patients sont inoculés chaque jour. Dès la semaine prochaine, toute personne de 45 ans et plus pourra être vaccinée. L'objectif est d'avoir inoculé 300 millions de personnes d'ici le mois d'août. Cette responsable d'une clinique de vaccination espère que la population ne traitera pas le vaccin comme une pilule miracle et qu'elle restera vigilante. 1 an jour pour jour après l'imposition d'un confinement national dans ce sous-continent d'1,3 milliard d'habitants, l'Inde est confrontée à la deuxième vague provoquée par le relâchement des mesures sanitaires et alimentée par le retard dans la vaccination. Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada, Delhi.
Pendant ce temps, les relations entre le Canada et l'autre géant asiatique, la Chine, se dégradent rapidement. Pensons au procès des deux Michael ou à la répression des Ouïghours. Ottawa a durci le ton, mais maintient ses bonnes relations commerciales. Devrait-il réduire sa dépendance économique aux géants chinois? Laurence Martin a visité une entreprise de fabrication de masques québécoise qui a justement décidé de rapatrier une bonne partie de sa production à Montréal. 1 million de masques par jour. C'est le rythme de production effréné chez Medicom. Pourtant, il y a un an, cette usine de Montréal n'existait même pas. L'entreprise québécoise fabriquait ce matériel de protection à l'étranger, surtout en Chine. Au mois de mars l'année dernière, c'était la course pour avoir des masques. Et la Chine avait réquisitionné nos usines, nos productions, pour les besoins de la population locale. Medicom décide alors d'explorer une avenue qu'elle avait écartée dans le passé, fabriquer localement. Vous avez monté ça ici en 90 jours? En 90 jours, entre le moment où on a choisi le local et le moment où la première machine a démarré. L'entreprise montréalaise obtient alors un prêt de 4 millions de dollars d'Investissement Québec, mais surtout des contrats d'achat des gouvernements fédéral et provincial pour 10 ans. La main-d'œuvre est quand même plus chère ici qu'en Chine. Donc ça coûte effectivement plus cher de fabriquer localement ici par rapport à la Chine. Mais il y a des avantages. Si une nouvelle pandémie frappe ou si la Chine décide de bloquer ses exportations pour des raisons politiques, le Canada sera moins vulnérable. C'est une très bonne chose de ne plus être dépendant par rapport à la Chine. Ça nous donne une certaine sécurité, visibilité pour le futur. Mais au-delà de la pandémie, avec la montée des tensions entre Pékin et Ottawa, le Canada doit-il chercher à être moins dépendant du géant chinois? La Chine est là et on ne peut pas faire semblant qu'elle n'est pas là. Et puis, il y a des avantages. Le gouvernement fédéral maintient, comme il l'a souvent fait dans le passé, que la Chine est incontournable économiquement. Et que même si Ottawa critique les politiques de Xi Jinping, comme dans le cas des Ouïghours, cela n'empêche pas le maintien de bonnes relations commerciales. Dans certains cas, c'est à notre avantage de travailler ensemble. Par exemple, le commerce augmente entre le Canada et la Chine, 8 % l'an dernier. Alors, c'est à l'avantage des deux de le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne se dit pas les vraies affaires quand c'est le temps de le dire. Ce spécialiste estime que cette position est de plus en plus intenable. On ne peut pas faire business as usual parce que les Chinois, précisément, lient les questions politiques et les questions commerciales, ce que d'autres pays ne font pas normalement. Mais les Chinois le font. Donc, les Chinois, pour faire des pressions politiques, se servent de l'arme économique. Selon lui, il est plus que temps que le Canada diversifie ses marchés. C'est également l'opinion de cet ex-ambassadeur à Pékin. Pourquoi ne pas mieux profiter des accords de libre-échange qu'on a signés avec d'autres pays de la région Asie-Pacifique? La croissance mondiale, ça vient en bonne partie de l'Asie. De la Chine, bien sûr, mais aussi d'autres pays comme l'Indonésie, le Vietnam. Il suggère que le Canada redéploie certains de ses représentants commerciaux. Il faudrait déplacer les ressources additionnelles qui avaient été consacrées à la Chine au cours des dernières années, au cours des derniers budgets, ailleurs en Asie, pour mieux profiter des occasions d'affaires. Medicom n'exclut pas non plus la possibilité de s'implanter dans d'autres pays d'Asie. L'entreprise a d'ailleurs ouvert récemment une usine à Singapour, même si, pour le moment, elle concentre ses efforts sur sa production locale. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, Montréal. Il faut travailler ensemble pour démontrer notre intolérance face aux abus des droits humains et au mauvais traitement des Ouïghours. Ce soutien de Justin Trudeau à la cause des Ouïghours continue de faire réagir. Les femmes issues de cette minorité musulmane sont visées par une campagne de stérilisation forcée. Or, des femmes autochtones dénoncent ce qu'elles qualifient d'hypocrisie à Ottawa parce qu'elles ont été stérilisées ici au pays sans consentement éclairé. Une pratique qui fait l'objet d'une demande de recours collectif dans les prairies. Geneviève Normand. I kept telling them no, and I don't want to do this. Cette voix, c'est celle d'une femme crie qui affirme avoir été stérilisée contre sa volonté dans cet hôpital de la Saskatchewan en 2001. I kind of looked around and my surroundings and yeah, it kind of clicked in my head, you know, what they were doing. And I kept saying no. Elle raconte que, assise dans un fauteuil roulant, à 29 ans, elle a alors compris ce qui était sur le point de se passer. They just ignored me. Right there.
Le personnel médical lui aurait ligaturé les trompes sans son consentement. Le 6e enfant qu'elle venait tout juste de mettre au monde aura été son dernier. I'll now tell you about the women who are living through this nightmare and how Canada is failing them. La semaine dernière, la sénatrice Yvonne Boyer a interpellé le Sénat pour qu'il mette en lumière la stérilisation sans consentement des femmes autochtones au pays. Anciennement avocate et infirmière, cette sénatrice métisse milite pour la fin de cette pratique qui existe encore selon elle. Elle a participé à une étude publiée en 2017 qui a démontré que la stérilisation forcée des femmes autochtones n'est pas seulement une partie honteuse de l'histoire canadienne, mais qu'elle avait encore cours en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et dans les territoires. I've also heard women say, well, the doctor told me I could only have 3 children and then you had to be sterilized. Somebody actually said that. So there's lots of things that are happening around the country. Actuellement, 2 recours collectifs regroupant environ 80 femmes autochtones menés contre le gouvernement fédéral et les gouvernements du Manitoba et de la Saskatchewan sont en attente d'autorisation. Elles sont défendues par cette avocate. Ce qu'elle voit vraiment, c'est une hypocrisie flagrante. Maître Lombard estime que le Canada devrait se regarder dans le miroir avant de se prononcer sur ce que la Chine inflige aux Ouïghours. C'est terrible, ce qui se passe en Chine. Par contre, il faut quand même comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nos propres frontières. I am truly sorry. Les responsables de la santé en Saskatchewan ont présenté des excuses pour cette pratique en 2017. Et aujourd'hui, Ottawa répond qu'à la différence de la Chine, le Canada ne se met pas la tête dans le sable. Au Canada, on reconnaît ce fait. On reconnaît ce qu'on a fait et on essaie d'y remédier. Le ministre Miller admet qu'il est inacceptable que les femmes au Canada soient stérilisées sans un consentement éclairé. Il affirme que des mesures ont été mises en place et rappelle que la solution au problème est une responsabilité partagée entre le fédéral et les provinces. Ici Geneviève Normand, Radio-Canada, Ottawa. Et puis le poids économique de la pandémie de plus en plus lourd en Ontario. Après la pause, un budget qui révèle l'ampleur du déficit dans cette province. À venir, une nouvelle maladie dégénérative sème l'inquiétude au Nouveau-Brunswick. Et plus tard, des immigrants francophones ne peuvent pas entrer au Canada en raison de la pandémie.
À la veille d'un exercice semblable au Québec, l'Ontario a présenté aujourd'hui un budget déficitaire, notamment en raison des besoins urgents liés à la pandémie. La province anticipe un déficit de 33 milliards de dollars cette année et le retour à l'équilibre budgétaire pourrait s'étaler sur plus de 10 ans. Le compte-rendu de Mathieu Simard. 4 mois et demi après le dépôt d'un premier budget pandémique, le gouvernement Ford répète l'exercice. Les progressistes conservateurs présentent un budget généreux, sans hausse d'impôts ni compression dans les services publics. Nous avons un plan pour que tout le monde qui veut un vaccin contre la COVID-19 vont l'avoir. On sait maintenant que le gouvernement dépensera 1 milliard de dollars pour sa campagne de vaccination contre la COVID-19. Quant aux hôpitaux ontariens, ils recevront près de 2 milliards pour rattraper les chirurgies annulées dans les derniers mois. Elle nous fait peur. Avec ce budget, Doug Ford continue de courtiser les familles. Il leur offre une allocation de 400 $ par enfant. C'est la 3e ronde de paiement pour ce programme créé depuis le début de la crise sanitaire. Les petites entreprises en difficulté auront aussi droit à un coup de pouce. Environ 100 000 PME se qualifieront pour une subvention jusqu'à 20 000 $ par entreprise. On fait des investissements comme un État ferait des investissements en période de crise économique. Donc, dans l'infrastructure, on aide les gens qui ont besoin en ce moment en santé, les travailleurs aussi qui ont perdu leur emploi, les petites entreprises. Mais on ne révolutionnera pas les choses avec ce budget-là. Avec un niveau de dépenses soutenu, le déficit ne s'effacera pas de sitôt. Dans le meilleur des scénarios, le gouvernement prévoit seulement renouer avec l'équilibre en 2027-2028. I'm absolutely, unequivocally convinced it is necessary. L'heure n'est pas à la rigueur budgétaire, selon le ministre des Finances. Tout comme Doug Ford, il pense que la parcimonie n'est pas la bonne approche pour traverser la pandémie. The budget fails to make the investments that people needed. L'opposition officielle, de son côté, aurait souhaité que le gouvernement investisse encore davantage, notamment en éducation et dans les foyers de soins de longue durée. Le gouvernement Ford avait été élu avec la mission de mettre de l'ordre dans les finances publiques. Or, la présentation de ce 3e budget des progressistes conservateurs confirme que la promesse électorale de Doug Ford n'est plus qu'un lointain souvenir. La cure minceur de l'appareil étatique est définitivement suspendue. Ici Mathieu Simard, Radio-Canada, Toronto. Gérard, la situation budgétaire de l'Ontario, elle est sérieuse. Oui, avec un déficit qui est de 2 à 3 fois plus important qu'au Québec, avec un retour à l'équilibre qui est remis vraiment à plus tard, probablement à la fin de la décennie, avec une cote de crédit qui a été abaissée au cours des dernières années en Ontario. Il faut le rappeler, c'est aussi l'une des provinces les plus endettées au pays. La reprise du commerce de détail est plus lente qu'au Québec et l'industrie de l'automobile, la production a quand même pas mal ralenti à la fin de 2020. Cela dit, les bonnes nouvelles, c'est que la croissance économique sera forte d'ici la fin de l'année. Le baromètre de la croissance économique, c'est la vaccination. Et plus la vaccination va avancer et plus la reprise sera forte. Je vais sortir les chiffres de Desjardins, les prévisions de Desjardins pour la croissance du produit intérieur brut en Ontario et au Québec. 2020, on sait qu'on a eu un recul historique en Ontario et au Québec, mais regardez la croissance qui est prévue pour le restant de l'année, pour l'ensemble de l'année, avec la reprise des activités d'ici l'été. Alors, plus de 6 % de croissance pour le produit intérieur brut. L'Ontario a perdu, au début de la pandémie, plus d'1 157 000 emplois. Il y a encore 305 000 emplois à récupérer. Donc, beaucoup de travail à faire encore. Et le taux de chômage, en ce moment, dépasse les 9 % en Ontario. Et demain, ce sera au tour du Québec de présenter son budget. Demain, au Québec. Déjà aujourd'hui, le ministre Girard a fait une petite annonce qui est dans le budget. 125 millions pour créer un fonds pour améliorer le réseau des infrastructures sportives scolaires. Monsieur Girard a parlé de résilience aujourd'hui. Le budget, c'est un budget de résilience pour un Québec résilient en temps de pandémie, bien sûr. Il est allé faire un tour dans une boutique de chaussures de sport aujourd'hui, se disant que ces chaussures de sport vont lui permettre de revenir sur le sentier de l'équilibre budgétaire. J'avais l'intention aussi de parler que j'allais les utiliser pour retrouver le sentier de l'équilibre budgétaire, mais là, on vient de m'informer que c'est pas des bons souliers pour courir en sentier. Alors, vous voyez que c'est pas scripté, ce sera pas facile. Donc, c'est pas scripté. Pas les bons souliers. Non, exactement. C'est aussi une image qui nous montre bien que ce sentier vers l'équilibre budgétaire ne sera pas facile. On va en parler beaucoup demain. Du déficit zéro, de l'équilibre budgétaire. À quel moment doit-on revenir à l'équilibre budgétaire? Est-ce qu'il faut repousser plus loin? Des réponses demain.
Alors, vous aurez une émission spéciale avec Patrice et nous, on se retrouve au Téléjournal. Merci. Au revoir. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement a dévoilé un rapport très critique concernant le projet de construction d'une usine de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay. Le BAP juge que les risques liés au controversé projet de GNL Québec en dépassent largement les avantages. Le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, croit que le projet ne répond pas aux critères établis par le gouvernement. On a posé 3 conditions très claires qui sont maintenues encore à ce jour. Acceptabilité sociale, favoriser la transition énergétique et ultimement contribuer aux diminutions mondiales des gaz à effet de serre. Et le rapport ne permet pas de conclure qu'une ou de ces 3 conditions-là seraient respectées. Le projet GNL n'arrêtera pas d'évoluer au rapport du BAP. Il va continuer à évoluer. Et puis, améliorer les façons de faire. Je me sentais comme si j'avais perdu l'âme que je connaissais, elle n'était plus là. Un mal mystérieux fait son apparition au Nouveau-Brunswick. Une famille de Bathurst attend des réponses. C'est après la pause au Téléjournal. Un nouveau syndrome qui ressemble à la maladie de Creutzfeldt-Jakob frappe le Nouveau-Brunswick. Au moins 43 cas ont été signalés depuis 2015 et 3 personnes en sont mortes.
La nouvelle suscite beaucoup d'inquiétudes dans la province, notamment chez une famille de Bathurst qui est convaincue que ce mal inconnu frappe l'un des siens. Nicolas Steinbach. Roger Ellis, aujourd'hui âgé de 63 ans, a vu son état se détériorer subitement il y a près de 2 ans. C'était un perte de parole, c'était un parole répétitif. C'était le 23 juin 2019, la journée de son 40e anniversaire de mariage avec sa conjointe Linda. Je me sentais comme si j'avais perdu l'homme que je connaissais, elle n'était plus là. Il perd une 60aine de livres et est hospitalisé pendant 1 an. Souffrant d'un mal inconnu, il subit une batterie de tests, notamment pour la maladie de Creutzfeldt-Jakob, selon sa famille. J'ai plusieurs semaines de recevoir les résultats de Winnipeg et c'était négatif. En mars, lorsque Radio-Canada révèle la présence d'une maladie neurologique inconnue dans les régions de Moncton et de la péninsule acadienne, un infime espoir naît. La famille contacte le neurologue Alier Marrero, qui participe à l'effort de recherche sur le nouveau syndrome. Puis il est très intéressé dans le cas de mon père. Au moins 43 personnes sont atteintes de ce nouveau syndrome neurodégénératif qu'on ne trouve qu'au Nouveau-Brunswick. 5 personnes en sont décédées depuis 2015. La semaine a été effectivement très occupée. Il affirme avoir reçu des dizaines d'appels de patients et de médecins dont les symptômes sont similaires aux 43 autres cas. Ce qui est probablement le plus proche de la vérité, c'est qu'il y a plus de cas. La maladie n'est pas génétique et la cause environnementale est fortement considérée. Environnement, nourriture, eau, air, exposition professionnelle, c'est tout considéré. La province nous confirme que les ministères des Ressources naturelles et de l'Agriculture et Aquaculture participent à l'enquête, en plus des agences nationales. Dans le cas de Roger Ellis, son fils considère que sa profession pourrait avoir contribué à son état. Il a été mineur pendant 36 ans à la mine Brunswick. Chose qui m'inquiète aussi, parce que c'est pas juste lui qui a travaillé à la mine. J'ai plusieurs oncles et une tante qui a travaillé aux mêmes mines. Tout est sur la table pour des bonnes raisons, parce que nous n'avons pas encore pu identifier là où les causes reliées avec ce syndrome. La famille Ellis voulait briser le silence pour toutes les autres qui sont aux prises avec ce nouveau syndrome. Je suis bien contente qu'il y a de la recherche qui sont faites, pas juste pour aider mon mari, mais pour aider le cas de bien d'autres. Puis mon cœur va aux autres familles aussi, parce que je sais qu'ils trouvent ça dur. Roger Ellis est stable aujourd'hui et on ne craint plus pour sa vie. Il a recommencé à marcher et à manger, mais continue à avoir de la difficulté à s'exprimer. Le docteur Marrero et son équipe espèrent pouvoir établir un système de référence le plus rapidement possible qui permettra de mieux comprendre la nouvelle maladie. Ici Nicolas Steinbach, Radio-Canada, à Moncton. Le Japon a dénoncé ce soir le lancement de 2 missiles balistiques par la Corée du Nord. Les Nations unies ont pourtant interdit au régime de Kim Jong-un de se doter de tels missiles. C'est le premier test du genre depuis l'arrivée de l'administration Biden. Les efforts américains pour engager un dialogue ont d'ailleurs été rejetés jusqu'ici par la Corée du Nord. Pyongyang demande à Washington de mettre fin aux exercices militaires conjoints menés avec la Corée du Sud. There's no question that this is a challenging situation. I look forward to engaging in diplomacy. Le président Joe Biden a confié à Kamala Harris le délicat dossier de l'afflux de migrants à la frontière avec le Mexique. La vice-présidente dirigera donc les négociations déjà en cours avec le Mexique, le Salvador, le Guatemala et le Honduras. La plupart des migrants sont originaires de ces pays. Plus de 100 000 d'entre eux ont été interceptés à la frontière le mois dernier. On compte parmi eux des milliers d'enfants non accompagnés. Environ 34 millions de personnes pourraient subir la famine au cours des prochains mois, selon un nouveau rapport des Nations unies. La situation serait particulièrement alarmante au Yémen, au Soudan du Sud et dans le nord du Nigeria. Au total, le rapport identifie une vingtaine de pays qui sont menacés par la faim. Les conflits armés, les dérèglements climatiques et la pandémie sont parmi les facteurs qui contribuent à la crise alimentaire. Tout était parfait, jusqu'à ce que la pandémie arrive et que l'on ferme les frontières. Bienvenue au Téléjournal, un rêve en suspens pour des immigrants francophones qui souhaitent s'établir au pays.
La pandémie et les restrictions imposées aux voyageurs retardent l'arrivée au Canada de nombreux immigrants francophones. C'est notamment le cas dans les provinces de l'Ouest, où certains immigrants ont obtenu leur résidence permanente, mais ne peuvent toujours pas quitter leur pays d'origine. Un défi pour eux, mais aussi pour les organismes qui les accompagnent. Pour le 3e reportage de notre série sur les francophones hors Québec, voici ce qu'a constaté Émilie Javéry. Pour Amamatou et Lady Fetou, l'attente aura duré près de 10 mois. Les 2 sœurs originaires du Cameroun devaient arriver en Alberta en avril 2020. Résidence permanente en poche, elles avaient quitté leur emploi, leur logement à Douala et acheté leur billet d'avion. Nous avions tout préparé comme il faut. On a attendu de recevoir nos visas. Bref, tout était parfait. Juste à ce que la pandémie arrive et que l'on ferme les frontières. S'ensuivent plusieurs mois où les 2 sœurs doivent refaire de nombreuses démarches administratives et sont obligées de puiser dans leurs économies. Finalement, elles ont réussi à quitter le Cameroun il y a quelques semaines. Comme Amamatou et Lady Fetou, les futurs résidents permanents francophones qui choisissent l'Alberta peuvent compter sur l'aide de la Cité des Rocheuses à Calgary. Avant la pandémie, cet accompagnement pré-départ, comme on l'appelle, durait 2 ou 3 mois environ. Aujourd'hui, cela fait parfois 1 an que les immigrants attendent de pouvoir partir. J'ai beaucoup de clients qui étaient vraiment sur le départ, donc qui avaient déscolarisé les enfants, d'autres qui avaient déjà acheté une maison au Canada, certains qui ont leurs vêtements et leurs meubles qui sont dans des conteneurs et qui font patienter depuis plusieurs mois. Pour l'instant, seuls les immigrants qui ont reçu leur confirmation de résidence permanente avant le 18 mars 2020 peuvent venir s'installer au Canada. Pour les autres, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre. C'est le cas d'Amine qui vit en Algérie. Immigration Canada a terminé l'examen de son dossier, mais depuis, il a été mis en suspens. En attendant, Amine s'est déjà fait de nombreux contacts en Alberta. Il a repéré les endroits où il aimerait habiter et malgré le décalage horaire, il a même commencé une formation à l'Université de Calgary. Il y a des moments de panique, de crainte. Tellement de choses reposent sur le projet d'immigration. Tellement d'investissements ont été faits. Tous les organismes qui offrent le service pré-départ se sont eux aussi adaptés à cette nouvelle réalité. Que c'était un aspect qui ne faisait pas partie directement de notre mandat, mais gérer la frustration de nos clients parce que c'est comme ça qu'ils se sentent, ok? C'est devenu une partie intégrale et intégrante de notre service. En 2020, l'immigration francophone hors Québec a connu un fort ralentissement presque partout au Canada. Le nombre de nouveaux résidents permanents francophones a baissé de 30% en moyenne dans les provinces de l'Ouest et de 32% à l'échelle du pays. Les organismes sont convaincus qu'une fois les restrictions de voyage levées, les immigrants seront de retour. Mais la question, encore une fois, est de savoir quand. Ici Émilie Javéry, Radio-Canada, Calgary. À venir, c'est la météo avec Pascal. Du temps très doux demain sur le sud du Québec et de l'Ontario.
Signe que le printemps s'installe, la pêche au crabe des neiges a commencé ce matin dans l'estuaire du Saint-Laurent, comme ici, à Rimouski. Et vous le voyez, le fleuve était bien calme pour démarrer la saison. Cette année, les quotas de pêche sont bas, ce qui veut dire malheureusement moins de revenus pour les pêcheurs, mais aussi des prix plus élevés pour les clients. Pascal, bonsoir. Bonsoir, Céline. Alors, la mer était calme, mais ça s'annonce d'où demain? Sur le sud du Québec et le sud de l'Ontario seulement, parce que sur l'est, il y aura des précipitations. Parce qu'on n'en a pas eu aujourd'hui, mais on en a eu sur le sud. Il y a eu de la pluie sur le sud québécois, ça a commencé en après-midi. Bon, pour l'instant, c'est pas grand-chose en ce moment sur Montréal. Peut-être qu'il y a des gouttelettes, tout au plus. Et la zone de précipitation se déplace vers l'est, donc il y en aura une partie de la journée sur l'est du Québec. Mais ce qui sera remarquable demain, ce seront les températures qui seront fortement à la hausse. Aujourd'hui, avant l'arrivée de la pluie à Montréal, il fait quand même 15 degrés, ainsi qu'à Québec. C'est pas un record, mais c'est quand même à peu près 12 degrés, 10 degrés au-dessus de la normale, pardonnez-moi. Pour ce qui est des températures actuelles, compte tenu des précipitations, ça a baissé quand même pas mal. Il fait 11 à Montréal, 4 à Québec. Mais demain, avec de l'air très doux qui s'amènera en provenance de l'Ontario, ça va grimper autour de 20 degrés. Cependant, ce qui nous guette pour la journée de vendredi, c'est cette perturbation en devenir. C'est pas bien organisé pour l'instant, mais ce sera un système vraiment accompagné de beaucoup de pluie pour vendredi, une trentaine de millimètres facilement. Donc, on commence par le commencement. Donc, demain matin, sur le sud du Québec, c'est nuageux. À l'est, il y a encore des précipitations. Il y a même un risque de pluie verglaçante sur la côte-nord. À partir de la mi-journée, le ciel se dégage carrément. Les vents sont forts du sud-ouest, donc les températures grimpent jusqu'à 20 degrés. Donc, sur bien des régions sud, demain, il y a des nouveaux records qui vont... En fait, des records qui vont tomber, donc on aura de nouveaux records. Pour ce qui est de la journée de vendredi, la prochaine perturbation s'amène. Ça, c'est vilain, ça. Il y a beaucoup de pluie là-dedans. Il y a de la neige au nord, donc ça commence dans la nuit de jeudi à vendredi sur le sud de l'Ontario. Sur le sud québécois, ça commence en matinée. Ça ira par la suite vers l'est. Et comme vous le voyez dans ce corridor indiqué ici en bleu, il y aura de la neige facilement des 5 à 10, voire 15 cm pour les régions plus au nord. On pense aux Hautes-Laurentides, vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'est du Québec. Ça, c'est pour la nuit de vendredi à samedi ou vendredi soir. Ça va dépendre, on en reparlera évidemment demain. Alors, les Maritimes, demain, c'est une petite journée calme avant l'arrivée des précipitations soutenues pour la journée de vendredi. Sur l'est du Québec, il y a quelques précipitations qui auront tendance à, disons, disparaître graduellement durant l'après-midi. Ce sera plutôt discret en après-midi. Québec, quelques précipitations jusqu'en milieu de journée ainsi qu'en Beauce. Sur la Mauricie, on aura des éclaircies l'après-midi avec des vents forts du sud-ouest. Ça grimpera à 17. Quelques précipitations qui se traînent des pieds jusqu'en après-midi sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le sud du Québec, assez nuageux le matin. Il n'est pas impossible qu'il y ait quelques petites précipitations isolées. Puis dégagement avec des vents forts de 30 à 60 km/h. Ça va grimper à 20 degrés à Montréal. Donc, on va battre un record, ça, c'est certain. Quelques précipitations sur l'Abitibi-Témiscamingue et Chibougamau. Sur la région de Fermont, c'est venteux avec un mélange de neige et de pluie très froid sur Coudjouac. Jusqu'à 17 sur Toronto, 20 sur Ottawa. Sur la région de Windsor, la pluie va commencer demain en après-midi. Les régions plus au nord, alors c'est de la neige sur la région de Hearst avec à peu près 5 cm. Pour Sudbury, ce sera de la pluie à partir de la soirée. Sur les prairies, les températures donc, vont commencer à baisser quelque peu, pas plus que 2 sur Calgary, un peu de pluie sur la région de Regina. Et le nord, comme vous le voyez, ça reste assez froid, surtout sur Iqaluit, avec moins 35 demain matin, tout au plus. Voilà. Merci, Pascal. Voilà, c'est ce qui met fin au téléjournal de Radio-Canada. Merci beaucoup d'avoir été là. Dans un instant, à Radio-Canada, c'est Sport Express avec Guy Daou. À RDI, c'est Le National avec Kim Vermette. Bonsoir, à demain.